les centaines de milliers de réservistes sont dirigés vers la frontière allemande. La force française repose sur l'armée de terre. Contrairement à la Grande-Bretagne, où l'essentiel se concentre sur l'aviation et, traditionnellement, sur la Royal Navy. L'Allemagne laisse l'ultimatum sans réponse. La France et la Grande-Bretagne déclarent donc la guerre au Reich. À Varsovie, cette décision est accueillie dans l'enthousiasme. La défense de Westerplatte, la zone portuaire de Danzig, devient le symbole de l'héroïsme polonais. 7 jours durant, 200 soldats font face à l'attaque aérienne, maritime et terrestre. La stratégie allemande vise à encercler l'armée polonaise au sud et au nord. L'armée polonaise réussit à contenir l'attaque sur Varsovie, mais pas pour longtemps. Dans la capitale polonaise, la défense civile s'organise. Depuis le 8 septembre, Varsovie est violemment bombardée. L'aviation allemande ne respecte pas les consignes de la Société des Nations. Le symbole de la Croix-Rouge ne garantit pas la sécurité, comme l'attestent ces photos d'un hôpital bombardé prises par un correspondant de guerre britannique. La Luftwaffe s'acharne sur les villes polonaises. Elle n'épargne rien ni personne. En 11 jours, l'armée allemande réussit à briser la résistance de l'armée polonaise. La Wehrmacht franchit la rivière San. Dans le même temps, Staline prépare le coup de grâce de la Pologne. Le 17 septembre, à l'aube, environ 500 000 soldats et 5 000 chars soviétiques pénètrent en Pologne. Staline viole ainsi le pacte de non-agression entre la Pologne et l'Union soviétique, signé en 1934. Comble de l'infamie, les unités soviétiques prétendent apporter un soutien militaire à la Pologne. Le 19 septembre, à Brest-Litovsk, les armées allemandes et soviétiques effectuent leur jonction. Le 22 septembre, à Brest-Litovsk, le général Guderian et le commandant Krivoshin assistent au défilé conjoint des unités allemandes et soviétiques. En Pologne, l'armée rouge fait plus de 250 000 prisonniers de guerre, dont 17 000 officiers. Nombreux seront assassinés, les autres seront envoyés dans les camps de travail en Sibérie. Le 19 septembre, Hitler arrive à Danzig. Il visite Westerplatte et célèbre sa victoire éclair.
Malgré l'invasion soviétique, l'armée polonaise continue à se battre. Les Allemands redoutent particulièrement la célèbre cavalerie polonaise qui attaque les unités motorisées et blindées. Le 25 septembre, plus de 400 avions et 1000 canons attaquent la ville. Hitler assiste personnellement au bombardement. À la fin septembre, Varsovie résiste encore malgré des attaques particulièrement sévères. La défense de Varsovie devient impossible. Le 28 septembre, le général Kutrzeba, reçu par le commandant de la 8e armée allemande, signe l'acte de capitulation. Le 5 octobre, à Varsovie, a lieu le défilé de la victoire. Hitler ne sait pas que ce jour-là, il échappe de peu à la mort. La première organisation de la résistance polonaise, Service pour la victoire de la Pologne, a piégé le trajet des voitures officielles. Mais les bombes ne se déclenchent pas. Dans le même temps, aux abords de la ville, ont lieu les premières exécutions de masse. Le gouvernement polonais est interné en Roumanie. Le 10 octobre, à Paris, est donc constitué le nouveau gouvernement polonais en exil. À sa tête, le général Sikorski. Le siège du gouvernement se situe d'abord à l'hôtel Regina, rue de Rivoli. Le premier but du gouvernement est la reconstitution de l'armée. Les soldats polonais affluent en France par tous les moyens. « 12 octobre, Pologne. Création par les nazis du gouvernement général de Pologne. 4 octobre, visite de Nikita Khrouchtchev en Pologne annexée par les soviétiques. Sur le front de l'Ouest commence la drôle de guerre. Octobre, la bataille sur mer prend de l'ampleur. Le 8 octobre, la Pologne du Nord-Ouest est annexée au Reich. Poznan est occupée. La Pologne centrale est transformée en gouvernement général avec Cracovie pour capitale. Le gouverneur général, Hans Frank, prendra ses fonctions en novembre. Son quartier général sera établi à Wawel, le château des rois de Pologne. En Pologne, le règne de la terreur commence. Les premières exécutions de masse visent en particulier les intellectuels. Le 4 octobre, le premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Ukraine, Nikita Khrouchtchev, se rend sur les territoires occupés. Le 22 octobre, ont lieu les élections au Parlement populaire, entièrement manipulées par le parti. Quelques jours plus tard, la Biélorussie occidentale et l'Ukraine occidentale seront incorporées dans le territoire de l'Union soviétique. Ainsi, le régime stalinien s'installe sur la partie de la Pologne occupée par l'Armée rouge. Andriy Wyszynski, le procureur général de l'Union soviétique, parle au nom de Moscou.
совершается великая освободительная эпопея народов Западной Украины, эпопея, отмеченная исторической датой 17 сентября 1939 года, когда наша могучая рабоче-крестьянская Красная Армия по приказу своей партии и своего правительства пересекла границу, отделявшую от СССР бывшее польское государство. L'armée rouge est prête à de nouvelles conquêtes. En septembre et en octobre, l'Union soviétique exige de la part des pays baltes, Lituanie, Estonie et Lettonie, la signature d'un traité d'assistance mutuelle. Les pays baltes doivent autoriser le stationnement de l'armée rouge sur leur territoire. Les soviétiques appliquent ainsi l'une des clauses secrètes du pacte germano-soviétique. Sur le front de l'Ouest, commence la drôle de guerre. La ligne Maginot fait face à la ligne Siegfried, gardée par 23 divisions allemandes. Les forces françaises et britanniques comptent 50 divisions, mais malgré cette supériorité, l'état-major français ne donne pas l'ordre d'attaque. Sur mer, la bataille a commencé au début du mois de septembre. La Kriegsmarine et les U-Boote attaquent les convois britanniques. Initialement, la marine allemande ne compte que 57 sous-marins, mais leur efficacité est redoutable. Le 14 octobre, le U-Boot U-47 attaque et coule le cuirassé britannique Royal Oak. En 3 mois, la marine allemande envoie par le fond 114 bateaux. « 30 novembre, Pologne. Le brassard frappé de l'étoile de David est imposé aux Juifs. « 30 novembre, l'Union soviétique attaque la Finlande. En Pologne, commence le règne de la terreur. La cible privilégiée des Allemands est la population juive. Le 30 novembre, un décret allemand oblige tous les Juifs à porter un brassard avec l'étoile de David. Au début décembre, les premiers ghettos sont constitués. Durant les 3 premiers mois de l'occupation, les Allemands assassinent plus de 7000 Juifs. Le 30 novembre, l'Union soviétique attaque la Finlande. Malgré la supériorité de l'armée rouge, l'armée finlandaise sous le commandement du maréchal Mannerheim oppose une forte résistance. D'intenses batailles ont lieu tout le long de la côte est de la Finlande. Pour tenter de faire pression sur Staline, la Société des Nations exclut l'Union soviétique. Le 17 décembre, le cuirassé allemand Amiral Graf Spee termine son raid en rade de Montevideo. Pour les marines britanniques et françaises, c'est un soulagement, car le corsaire allemand avait détruit pas moins de 9 navires de commerce. Le 13 décembre, l'admiral Graf Spee est surpris par 3 croiseurs de la Royal Navy, l'Exeter, l'Ajax et l'Achille.
Le navire allemand, endommagé, est contraint de chercher refuge dans le port de Montevideo. Dans la bataille, le croiseur allemand perd 36 membres d'équipage et compte 60 blessés. Le navire a besoin d'importantes réparations, mais le gouvernement neutre d'Uruguay n'accorde que 72 heures au commandant Langsdorff. Celui-ci donne l'ordre de s'aborder l'amiral Graf Spee pour éviter la capture. Le 17 décembre, l'amiral Graf Spee se saborde au large de Montevideo. Le commandant Langsdorff se suicide 3 jours plus tard. La drôle de guerre ne concerne pas l'Atlantique. Les actions de la marine allemande obligent les Britanniques à un effort de guerre sans précédent. Le roi George VI se rend dans une base navale soutenir le moral des marins. Le cabinet de guerre de Churchill compte dans ses rangs un fervent partisan de la militarisation du Royaume-Uni, Samuel Heer. Les États-Unis continuent leur politique d'isolationnisme, représentée en Grande-Bretagne par son ambassadeur Joseph Kennedy, le père du futur président. Après la défaite de la Pologne, la marine polonaise trouve refuge en Grande-Bretagne. 3 destroyers polonais participent à l'effort de guerre britannique. À plusieurs reprises, le général Sikorski se rend dans la base navale polonaise. L'armée britannique accroît ses effectifs. Les meilleures unités sont dirigées vers la France. La ligne Maginot est le symbole de la puissance française. L'opinion publique la considère comme infranchissable. Ceci influence la doctrine militaire française qui préconise la supériorité de la défense sur l'attaque. La France, en retard d'une guerre, veille au confort de ses soldats. Cette fois, les tranchées seront en dur et les hommes pourront tenir comme ils l'ont déjà fait à Verdun 23 ans plus tôt.